Bonsoir. Merci d'être venus, d'être nombreux à cette deuxième soirée des agendas du politique. Alors, je vous dis quelques mots des agendas du politique. C'est un nouveau cycle de conférences que nous venons de créer en partenariat les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales et TEPSIS, qui est un laboratoire d'excellence, qui a pour fonction de développer un grand nombre de recherches et d'enseignements autour des questions de sciences sociales et de politique. Les agendas du politique prennent justement leur place dans ce dispositif, puisque, juste un mot très rapide pour que vous ayez en tête ce que nous faisons, il s'agit non seulement de promouvoir une recherche de qualité, un enseignement ciblé sur ces questions, mais aussi d'essayer d'inventer ou de réinventer un nouveau partenariat entre les chercheurs et la société en général, et d'essayer de faire en sorte que non seulement le produit de la recherche, mais également la façon que les chercheurs ont de penser le monde contemporain, puisse avoir une incidence, une influence dans l'espace social d'aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que nous avons pour vocation, en tous les cas nous l'espérons, avoir pour vocation de développer un dialogue, et pas simplement des postures d'expertise, mais un vrai dialogue avec des gens susceptibles d'être intéressés par les travaux des chercheurs et qui ne sont pas nécessairement des chercheurs. Ça ne veut pas dire que les chercheurs en sont exclus, loin de là, bien sûr. Mais ça veut dire aussi qu'on essaye de trouver une modalité d'expression conjointe. Alors, pour cela, on va faire un certain nombre de choses, dont ce cycle de conférences qui s'appelle les agendas du politique et qui a commencé, je vous disais, c'est la deuxième séance, mais il a commencé lundi dernier. La première séance que nous avons eu le plaisir de faire ici s'appelait « Les idées font-elles voter ?» et il s'agissait, en s'appuyant sur des livres qui viennent de paraître aux éditions de l'EHESS, d'interroger cette pratique qu'il y a entre le vote, la recherche et la possibilité d'avoir, là aussi, une réflexion qui soit, c'est un peu prétentieux de dire cela, mais une réflexion qui puisse s'alimenter aussi des questions que le public en général pourrait adresser. La séance d'aujourd'hui, qui est consacrée à la Syrie et les logiques de la révolte, illustre aussi très précisément ce que nous avons envie de faire ensemble. Il ne s'agit pas simplement de réagir à l'actualité. Il ne s'agit pas, là encore, d'apporter nécessairement des discours d'experts sur des événements qui se déroulent, mais d'essayer ensemble de voir comment on peut les problématiser, comment on peut les rendre intelligibles pour essayer de se faire un certain nombre d'opinions. Il ne s'agit pas que nous, les chercheurs, nous vous expliquions au fond quelles sont nos opinions et quelles sont les opinions que la recherche a, parce que la recherche n'a pas d'opinion, mais elle a des possibilités de penser et d'aider, d'une certaine manière, à se créer ces opinions et, en tous les cas, de penser la modernité. Voilà, en gros, les grandes orientations que nous avons envie de développer tous ensemble et avec vous, en espérant que vous suivrez ce cycle. Alors, les prochaines séances auront lieu à partir du mois d'octobre. Nous aurons une séance qui sera consacrée à la Russie, une autre qui sera consacrée à la question de la morale en politique, une autre qui sera consacrée à la question de l'autorité en politique. A-t-on besoin d'un chef, par exemple? Et enfin, une, à la fin de l'année, qui sera plutôt centrée sur les élections européennes et leurs enjeux. Je reviens donc à la séance d'aujourd'hui, où nous avons le plaisir d'accueillir Gilles de Rossereau, qui est professeur de sciences politiques à Paris 1 et qui a travaillé en Afghanistan et en Turquie, et qui revient d'un séjour en Syrie, et je crois qu'il nous fera part à la fois de son expérience et de la façon qu'il a de la penser. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre François Burgat, qui est directeur de l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, et enfin... Qui a été... Ah, mes notes ne sont pas à jour. Il les a quittés depuis un mois. Depuis un mois. Ça compte pas, alors? Non, ça compte pas. Non, ça compte pas. Et enfin, Laura Ruiz Elvira, qui viendra aussi à la fois nous présenter son travail et discuter avec nos précédents intervenants. L'enjeu n'est pas de faire des présentations académiques, mais bien d'engager un débat, ce qui veut dire qu'une grande partie de la séance sera consacrée à vos questions et aux réponses
que l'on pourra espérer formuler avec vous. Voilà, je passe tout de suite la parole à Gilles de Rossereau, que je remercie d'avoir accepté non seulement de venir, mais de prendre la suite de la présidence de cette soirée. Merci pour cette bonne nouvelle. Bien. Bon, je vous remercie de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler donc de travaux en cours. La première chose à préciser probablement, c'est que tout le travail que je vais vous présenter ici a été fait avec deux autres chercheurs, donc Arthur Quesnay et Adam Bachko. C'est un terrain à 3, les articles sont écrits à 3, etc. Donc c'est une pratique collective de la recherche. Voilà. Les erreurs étant bien évidemment les leurs, et moi je dirais que des choses qui sont... Bon. Alors, quelle était la question de départ ? La question de départ, évidemment, c'est pourquoi aller en Syrie, que faire en Syrie ? Aucun de ces trois chercheurs n'est spécialiste de la Syrie en tant que tel. Par contre, nous avons tous les trois travaillé sur des terrains de crise sous des angles un peu différents les uns les autres. Il faut donc justifier en un sens, si on veut pas expliquer, enfin si on veut pas avoir l'impression de faire du tourisme, une forme particulière de tourisme, quel est le sens d'une intervention de sociologue sur ce type de terrain ? Alors, première réflexion, les temps sociaux ne se valent pas. C'est-à-dire que vous avez effectivement des moments de crise où il est extrêmement important d'être là pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que ces moments comptent plus que les autres. Et dans ces moments-là, l'observation participante, le contact direct avec les acteurs est parfaitement irremplaçable. Pourquoi ? Parce que, contrairement à une autre pratique que je pense critiquable, les récits a posteriori sont évidemment biaisés et les sources dont on peut disposer, qui sont essentiellement le journalisme et l'expertise, correspondent à d'autres logiques. Et donc, il est important pour nous de produire nos données. Ça, je crois que c'est quelque chose de central. Deuxième élément, toutes ces situations des aires de famille, l'Afghanistan, Nord-Irak, Libye, Congo pour Adam, crise kurde pour moi, toutes ces choses-là, des aires de famille, c'est en partie les mêmes instruments théoriques qu'on mobilise. Et donc, à partir de ce moment-là, il est quelque part jouable de tenter, sur des questions très spécifiques, de faire une intervention dans un pays que par ailleurs on ne connaît que mal. Alors, quelle est la question qui nous a intéressés ? En tout cas, une des questions qui nous a intéressés lors de ce terrain. C'est la question de départ, en un sens, la question de la genèse. C'est pourquoi est-ce que des gens des Syriens confrontés à un régime qui a une réputation de férocité bien méritée, prennent le risque, à un moment donné, de descendre dans la rue de façon pacifique pour demander des réformes politiques. Initialement des réformes et puis ensuite plutôt une forme de révolution pacifique. Pourquoi est-ce que des gens font ce pari-là ? Pas une fois, mais pendant des mois et des mois de façon extrêmement répétitive. Donc voilà, ça c'est un véritable problème. Après, il y a d'autres problèmes, le passage à l'alliance, etc. Mais dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce problème-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de le penser ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme instrument théorique qui pourrait nous permettre d'aborder cette question-là ? Le premier, ce serait de se poser la question en termes d'action rationnelle. Les gens sont rationnels, mais s'ils sont rationnels, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire de l'action collective ? Pourquoi est-ce qu'ils descendent dans une manifestation ? Vous pouvez cocher la bonne case, vous faire arrêter et torturer, mourir sous la balle d'un sniper, vous faire attaquer à coups de couteau par les milices du régime, ou alors, si vous avez beaucoup de chance, rentrer chez vous pas trop abîmé. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça ? Et là, c'est le paradoxe éternel du freerider. Normalement, vous attendez que les autres descendent dans la rue et vous bénéficiez éventuellement des réformes politiques. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette prise de risque ? Ça concerne peut-être pas la majorité de la population syrienne, mais sur le terrain où on a travaillé, c'est-à-dire le nord de la Syrie, le gouvernement d'Alep, ça concerne une population significative. Alors, si on est dans cette logique de l'acteur rationnel, il est impossible de comprendre pourquoi les gens descendent. Donc il faut penser autrement. Alors, penser autrement, vous avez une deuxième hypothèse qui est celle de ce qu'on appelle le choc moral.
C'est-à-dire que vous avez un événement qui est surprenant, choquant, et qui va amener les gens à se mobiliser spontanément. Alors, par exemple, en Turquie, ça pourrait être l'incident de Sivas, où vous avez des gens qui sont brûlés vifs, les islamistes attaquent un hôtel, où il y a des gens qui organisaient une conférence sur les versets sataniques, etc. L'hôtel brûle, et ça crée une prise de conscience, une mobilisation, une émotion très forte qui est transformée en mobilisation politique. Or, je vous rappelle qu'en Syrie, l'événement initial, qu'est-ce que c'est ? C'est quand les Morabarat, donc les services syriens, arrêtent des gamins, des adolescents qui ont graffité des slogans anti-régime. Ils les arrêtent, ils les torturent, et ils les torturent à mort. Donc, est-ce que ça, c'est un choc moral ? Et ma réponse, spontanément, c'est non. Pourquoi ? Parce que personne n'apprend rien sur le régime. Je vois pas un Syrien normalement constitué qui apprend quelque chose au moment où les services syriens tuent. Parce que la torture et la mort sous la torture sont pas des pratiques exceptionnelles. Il n'y a pas un effet de révélation. Par contre, il y a un effet très certainement d'indignation. Ça, c'est l'indignation, c'est le facteur clé. Mais c'est pas véritablement un choc parce que, la définition du choc moral suppose un élément d'information supplémentaire. C'est une rupture cognitive. C'est à un moment donné, il y a un truc qu'on savait pas et on s'en aperçoit. Là, donc, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc là, on est un peu coincé aussi. On se dit, donc, c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a une autre possibilité qui est que, en fait, les manifestations correspondraient à la mobilisation de ressources existantes dans la société syrienne qui seraient donc utilisées pour protester. Schéma classique, ça a été beaucoup travaillé, cette approche, approche de ressources. Et le problème qu'on a en Syrie, c'est que le régime avait tellement bien fait son travail que vous avez pas vraiment de partis politiques, de vrais partis politiques susceptibles d'organiser une contestation. Vous n'avez pas de syndicats, vous avez des syndicats, mais encore une fois, pas en état de porter la contestation. Donc vous avez ici déjà des différences significatives avec ce qui peut se passer en Tunisie ou en Égypte. Vous avez donc un régime qui contrôle. Et peut-être l'exemple le plus significatif, toujours dans le gouvernement d'Alep, c'est le fait que les religieux restent sous le contrôle du régime. Les religieux ne passent pas à l'insurrection. Vous voyez, c'est intéressant parce que les manifestations partent des mosquées, mais les imams, eux, sont pro-gouvernementaux. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Donc, on n'est pas directement dans une situation où vous auriez des ressources existantes, par exemple des organisations, qui mobiliseraient. C'est pas un cas de figure comme ça. Alors, est-ce qu'on serait plutôt devant la mobilisation de tribus, de réseaux de solidarité, les fameuses Assabiya du monde arabe, la version afghane étant les Krams, etc. Est-ce qu'on serait devant un type de mobilisation de ce genre ? Or, il semblerait pas. Vous savez que le Nord est il y a en partie tribalisé, que vous avez donc des solidarités tout à fait réelles et qui produisent des effets, mais si on observe le début des manifestations en Syrie, on ne trouve pas, à l'origine de ces manifestations, ce type de réseau de solidarité. Donc vous voyez que vous vous souvenez probablement de ce chercheur, Michel Seurat, qui est mort de sa recherche, qui avait parlé d'état de barbarie en parlant de la Syrie et qui travaille donc sur la question des Assabiya. Et c'était une approche qui avait été contestée notamment par Elisabeth Picard. Donc là, on se retrouve plutôt, au vu des premières données qu'on a, plutôt du côté d'Elisabeth Picard qui tend à relativiser le poids des Assabiya dans les mobilisations. Donc on n'a pas ça non plus. Donc il semblerait qu'on soit dans un cas où, en fait, les ressources propres à la mobilisation, c'est-à-dire le peu d'organisation qu'il y a, etc., tout ça se crée dans l'action. Vous n'avez pas des organisations existantes qui connaissent, qui ont des processus bien connus de mobilisation, qui peuvent organiser des manifestations. Tout ça, ça n'existe pas, parce que le régime est beaucoup trop violent. Et le régime, évidemment, est extrêmement précis, efficace dans sa gestion de la contestation. Donc, on n'est pas non plus devant ce type de phénomène.
Et puis, dernière interprétation possible, hein, à chaque fois vous verrez qu'on peut récupérer des morceaux de ces interprétations, mais pas les interprétations totalement. Dernière interprétation possible, ce serait de se dire on est dans une crise politique au sens où la science politique l'entend, donc quelque chose qui déborderait d'un secteur. Il y aurait un secteur de contestation initiale, et puis progressivement ça déborderait sur d'autres secteurs, ça s'appelle de la fluidité, hein, avec des phénomènes bien connus. Or, ça fonctionne pas tout à fait non plus. Pourquoi ? Parce que la contestation, elle part pas d'un secteur. Elle part pas d'un secteur politique, syndical, religieux. C'est une contestation qui se trouve en dehors des secteurs sociaux existants. Hein. Bon, voilà, vous n'êtes pas dans une situation type mai 68 où ça commence par une contestation étudiante, puis syndicale, puis politique, puis au bout d'un moment, on a l'impression que c'est généralisé. C'est pas du tout le cas en Syrie. Hein. En Syrie, c'est dès l'origine déconnecté des structures et des secteurs sociaux. Donc là, on est devant quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'analyse. Alors, maintenant que j'ai fait un peu de théologie négative pour vous expliquer pourquoi ça marchait pas, etc., qu'est-ce que nous, on a essayé de comprendre à partir des entretiens ? Ce qu'on a vu, quelles sont nos hypothèses ? Première hypothèse, c'est l'erreur d'interprétation. C'est-à-dire l'erreur d'interprétation, c'est-à-dire que on s'aperçoit que, enfin on le savait, il y a des travaux qui l'avaient montré, que la population syrienne est dans une position extrêmement sceptique, cynique par rapport au système. Forme d'escapisme, les blagues, l'attitude générale par rapport au système, etc. Donc on sait qu'il y avait une distance extrêmement forte, hein, ce qui appuie plutôt notre idée qu'il ne s'agit pas d'un choc moral. Hein. Les gens étaient hyper cyniques et personne n'était surpris d'être torturé. Enfin, moi j'ai pas mal travaillé sur la torture en Turquie et franchement, ce qu'on retrouve en Syrie, c'est un peu la même chose si on prend les coins comme Diyarbakır, hein, ou encore plus au sud, c'est-à-dire que vous avez une expérience généralisée de la torture. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été torturé. Donc, bon, ça va avec ce qu'on pourrait appeler une désobjectivation du régime assez générale, assez froide, c'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance dans les institutions. Quand ils voient un policier ou un politicien, ils réfléchissent en termes d'intérêt personnel, de réseau, mais jamais en termes d'institution au sens réel du terme. Donc, je vous disais ça parce que quand je parle d'erreur d'interprétation, l'erreur d'interprétation, de mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu un débat qui s'est créé. Un débat qui s'est créé pour deux raisons. Un, parce qu'il y avait de l'information qui circulait, l'information non contrôlée par le régime, hein, télévision arabe, etc. Et deuxièmement, vous avez des lieux de discussion, hein, qui sont plutôt les échanges Internet, ça peut être Facebook, ça peut être etc. Bon, Skype aussi, qui n'est pas détectable par la police du régime. Bon, vous aviez des endroits de discussion plutôt virtuels, hein, mais aussi dans certains cercles d'amis très restreints. Et l'interprétation qui s'est créée, c'était que le régime syrien était comme le régime tunisien, comme le régime égyptien. Donc vous voyez que, en fait, vous avez eu cette identification de la population syrienne, enfin d'une partie de la population syrienne, à la Tunisie et à l'Égypte, ce qui est totalement faux, parce qu'on a bien vu ensuite que effectivement les réactions du régime syrien n'ont pas eu grand-chose à voir avec ce qui s'est passé dans les deux autres pays. Mais cette erreur d'interprétation a eu un effet tout à fait réel, c'est que les gens ont pensé que s'ils manifestaient pacifiquement, selon le répertoire créé dans ces pays-là, le régime allait tomber. Ce qui s'est révélé, bon, comme vous l'avez compris, pas tout à fait juste. Donc vous voyez qu'ici, on a, à mon avis, l'élément clé des mobilisations initiales, hein, de la volonté de faire quelque chose. Alors deuxième élément, comment on fait quand on veut manifester, protester en Syrie ? En fait, le système policier est tellement fort que les formes de la mobilisation sont très largement contraintes. Alors qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Vous ne pouvez pas construire une organisation, un réseau, parce que sinon vous êtes immédiatement arrêté par la police et vous disparaissez. D'accord ? Vous ne pouvez pas envoyer des pétitions, etc. Là, vous avez votre nom quelque part, vous êtes également fini. Donc vous ne pouvez pas faire grand-chose, en fait. D'où la dimension très intéressante qui concerne les lieux et les gens mobilisés. Alors, sur les lieux, c'est les mosquées
ou rarement les universités. Pourquoi ? Parce que la mosquée, c'est l'endroit où vous avez des hommes qui se réunissent de manière assez systématique, le vendredi, et que le régime ne peut pas interdire, puisque je vous rappelle qu'en Syrie, il était impossible de se réunir à plus de 3 personnes dans la rue. C'est une espèce d'état d'urgence, si vous voulez, au sens pas strictement juridique, mais une espèce d'état policier qui faisait qu'il n'y avait pas de réunion possible. Au sens juridique. Au sens juridique aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la mosquée échappe à ça. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas confondre une revendication qui serait religieuse par religieuse avec le fait que ça démarre dans les mosquées. Parce qu'on a trouvé des gens qui étaient mais pas vraiment religieux, hein, et qui disaient, bon ok, la mosquée c'est l'endroit où on peut le faire. C'est le seul endroit où on peut le faire. Hein. Ce qui m'amène aussi à une autre remarque, c'est que il faut faire attention, les gens vont dans certaines mosquées, dans certains lieux, parce que la pression policière est moindre. Notamment dans les nouveaux quartiers, hein, ce qui serait pour la Turquie l'équivalent des Gecekundu, hein, donc ces quartiers autoconstruits qui ne ressemblent pas du tout à des bidonvilles, hein, c'est des vrais quartiers. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner, que c'est des quartiers autoconstruits, mais avec des caractéristiques, notamment le faible encadrement policier. Dans certains coins d'Alep, vous avez des quartiers immenses où, d'après tout ce qu'on nous a dit, il n'y avait pas plus de 50 ou 100 policiers. Donc vous avez des endroits où c'est facile de mobiliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous interprétez la révolution syrienne, vous ne pouvez pas simplement regarder la carte. Vous ne pouvez pas, à partir de la carte, dire les gens se sont mobilisés dans tel quartier, donc ils sont de telle catégorie sociale, de telle ethnicité, de telle religion. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que, par exemple, les gens des quartiers riches ou chrétiens, etc., d'Alep, ils allaient mobiliser dans ces quartiers-là, parce que sinon, dans les quartiers riches, vous avez des grandes avenues, c'est parfait pour la police, et même en courant vite, vous risquez d'être arrêté. Donc ces gens-là descendaient dans les quartiers populaires pour manifester, simplement parce que c'est beaucoup plus facile. Vous avez des petites rues, vous pouvez bouger, vous pouvez éventuellement jouer beaucoup plus facilement avec la police, etc. Donc attention aux lieux. Les lieux sont les endroits clés et difficiles à interpréter. Évidemment, on n'a pas de documentation qui puisse nous donner la composition exacte de ces manifestations. Maintenant, donc ça c'est un premier élément, c'est la question des lieux. Le deuxième élément, c'est la question de qui mobilise, c'est-à-dire quels réseaux sont mobilisés. Et là, vous avez immédiatement quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est les liens faibles. C'est-à-dire typiquement Facebook, si vous voulez. Difficilement dire aux gens, rendez-vous, encore que Facebook, ça pourrait à la limite marcher, mais vous ne pouvez pas le faire par connaissance. Vous ne pouvez pas faire des connaissances, sinon vous créez un réseau qui est identifiable par la police et qui sera immédiatement détruit. Ce qui va se passer, c'est que vous avez les deux pôles extrêmes. Vous avez soit l'anonymat, c'est-à-dire que dans une mosquée, vous avez un type qui fait le takbir, donc Allahu Akbar, donc hop, c'est le signe, et là, vous avez une manif qui démarre. Et en général, c'est ce qu'on nous a raconté à peu près tous les endroits, il y a quelqu'un dans une mosquée qui va se lever et le dire. Et puis, deuxième élément, vous avez les groupes très serrés de quartiers, de copains de quartier, 10-15 personnes maximum. En fait, c'est en général une équipe de foot, et dans le cas de la Syrie, il se peut que ce soit vraiment une équipe de foot. Des copains qui ont le même âge, socialisés, même école, vraiment des liens d'amitié très profonds, où là, vous avez un espace de discussion. Et là, les gens sont assez confiance pour dire, ok, on va à la manif, ou on démarre une manif. Et entre les deux, vous n'avez rien. D'où l'aspect très particulier de ces manifestations, d'où aussi les interprétations très diverses des gens, qui sont souvent là de manière totalement anonyme, et qui recherchent l'anonymat pour éviter l'arrestation. On a notamment un bon entretien avec un imam de mosquée qui nous explique que lui, dans sa mosquée, il ne manifeste pas parce qu'il va être arrêté, parce que tout le monde le connaît. Il est l'imam de sa mosquée, donc il va manifester dans une autre mosquée, où là, personne ne le connaît. Donc vous voyez, tous ces jeux-là créent une complexité dans la lecture et dans l'auto-interprétation des manifestations. D'accord ? Donc, vous avez, initialement, au cours des mois, ça va se cristalliser. Les réseaux de 10-15 personnes dont je vous ai parlé vont créer des petites organisations extrêmement locales. Mais tout ça ne nous donne pas, et ce sera mon dernier point parce que j'ai l'impression que je cause trop, tout ça ne nous donne pas vraiment la clé d'un autre élément intéressant, c'est-à-dire le côté immédiatement national des mobilisations.
Il ne s'agit pas de mobilisations, alors elles sont très locales dans l'organisation, mais très rapidement, immédiatement même, vous avez des manifestations dans toute la Syrie. Il n'y a pas d'aspect, mais ça je crois que François y reviendra, il n'y a pas d'aspect initialement confessionnel très marqué ou autre. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas au nom d'un groupe ethnique ou religieux. Alors, comme nous en plus on travaille dans le Nord et que les incidents initiaux sont dans le Sud, ça montre qu'il y a des moyens de communication, des moyens de synchronisation. Ces moyens de communication, de synchronisation, c'est essentiellement du virtuel. Et c'est extrêmement intéressant de voir que les slogans choisis d'une semaine à l'autre sont choisis à la suite de discussions, de votes sur Internet. Donc vous avez toute une liste. Les gens vous expliquent, voilà, on a voté. Alors d'ailleurs, c'est un très bon repère chronologique, comme ça on sait à peu près quand les choses se passent. C'était le vendredi où il y avait... alors le slogan, c'était... ça dépend, c'est slogan plus ou moins religieux, plus ou moins... et donc ça vous donne une idée de l'évolution des discussions. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont représentatifs des gens qui manifestent, ça on n'en sait absolument rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces formes de coordination sont des formes souples qui échappent très largement à la répression. Il s'agit de réseaux qui ne sont pas des réseaux hiérarchiques, réseaux assez typiquement de type Internet, donc ça fournit une bonne résistance à la pénétration policière. Vous avez, stratégiquement, c'est le modèle afghan. C'est tellement la pagaille que les Russes n'ont jamais rien pu contrôler parce que c'est trop la pagaille. Vous pouvez pas contrôler des réseaux aussi souples, aussi peu centrés. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que la forme de la manifestation, elle est totalement compréhensible et explicable par les contraintes extrêmement fortes qui pèsent sur les gens qui manifestent. Alors là, je m'aurais m'arrêter là. Juste, je mentionne qu'il y a d'autres éléments qui seraient intéressants, c'est de voir toutes les stratégies du régime pour désynchroniser les manifestations. Alors, désynchroniser, ça veut dire que le régime, systématiquement, dans les premiers mois, va tenter de transformer les revendications, qui sont des revendications d'ordre moral, on peut quasiment parler de lutte pour la reconnaissance, qui sont des revendications morales, en revendications beaucoup plus concrètes. Par exemple, les émissaires du régime dans telle ville du Nord qui vont voir la population, qui leur disent écoutez, vous arrêtez de manifester, on va régler votre problème d'adduction d'eau, qui en Syrie est un truc important, dans la ville d'Azaz. Voilà, éventuellement libérer de temps en temps des prisonniers. Donc toutes ces tentatives vont échouer. Et par contre, le régime va progressivement accroître les coûts de la mobilisation en assassinant les gens de manière de plus en plus systématique, en étant de plus en plus violent, et chercher à confessionnaliser les revendications, c'est-à-dire à créer une rupture entre sunnites d'un côté et puis minoritaires de l'autre. Ça, c'est toute la stratégie du régime. Et ça, ce serait encore une autre chose. Donc voilà, on ne peut pas tout à fait dire qu'il n'existe pas plus de mystère par rapport à la question initiale que j'avais posée, mais il y a quelques processus sociologiques qui nous permettent d'expliquer pourquoi des gens, à un moment donné, prennent ce risque d'aller descendre dans la rue pour protester contre un régime qui a une réputation bien méritée de férocité dans la répression. Je vous remercie. Monsieur le Président, tu me passes la parole normalement dans le scénario. Oui, Monsieur Burga, je vous passe la parole. Merci Gilles, merci à vous d'être ici. Merci à l'EHESS de nous donner l'occasion d'échanger. Je vois dans la salle des gens dont j'ai raison de penser qu'ils en savent au moins autant et peut-être plus que moi pour certains. Donc j'espère qu'on entendra le son de leur voix. Je ne vais pas avoir un propos parfaitement construit. Je redoute donc la sanction de la caméra qui va couler ça dans le béton en quelque sorte et me condamner à assumer l'anarchisme de mon propos pour le restant de mes jours. À cette table, il y a des collègues que je suis tout particulièrement content de côtoyer parce que nous sommes engagés dans une entreprise éditoriale commune. Il y en a dans la salle, je vois d'autres auteurs. Nous allons vous soumettre, je l'espère, nombreux, un ouvrage collectif qui paraîtra à la rentrée, à la découverte, et dont le titre initial, quand il est né, était Le printemps syrien, point d'interrogation, acteurs et défis de la crise 2011-2013.
Et puis, comme le temps passait, nous avons estimé que nous devions peut-être adapter cette présentation et nous avons opté pour un titre qui figure sur les couvertures provisoires, « Pas de printemps pour la Syrie », avec quand même un point d'interrogation, acteurs et défis de la crise. Et puis, il y a 3 jours, l'éditeur François Gèze, je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire, chers collègues, m'a appelé, il m'a dit, tu sais François, printemps, est-ce que c'est vraiment encore un mot qu'on peut employer pour rendre compte de ce qui se passe en Syrie ? Et au cours de ma dernière insomnie, cette nuit, j'ai eu une idée et je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit « La Syrie du printemps à l'enfer ». Qu'est-ce que tu en penses ? Et il m'a répondu ce matin, il m'a dit « Oui, c'est vachement bien, je vais en parler aux collègues, ça pourrait bien être ça ». Alors comment la Syrie est-elle passée du printemps à l'enfer ? Comment, puisque c'est la tâche qui m'a été assignée, comment la vision, sinon la réalité, parce qu'on verra la réalité, elle n'a peut-être pas tant changé que ça, sinon la vision d'une mobilisation citoyenne employant un langage universel de revendication démocratique s'est-elle transformée dans l'esprit de pas mal d'observateurs et peut-être d'un certain nombre d'acteurs aussi en un conflit sectaire, haineux, où le lien qui lie les individus sur la base de leur appartenance confessionnelle ou ethnique, on va dire pour les Kurdes, confessionnelle pour les chrétiens, les musulmans sunnites, les musulmans chiites, les musulmans ismaéliens, les druzes. Comment ce lien infra-citoyen aurait pris le pas et aurait dénaturé la mobilisation politique syrienne. Donc c'est ça que je veux jalonner de façon sans doute un petit peu pointilliste, en posant un certain nombre de questions plus qu'en faisant une analyse très structurée. Est-ce que, en d'autres termes, c'est le titre de mon chapitre dans l'ouvrage en question, qui risque donc de s'appeler La Syrie du printemps à l'enfer, une guérilla islamiste, point d'interrogation. Est-ce que le bras armé de l'opposition syrienne s'exprime maintenant en des termes et avec des modes d'action tels que nous soyons tentés de nous démarquer? Tout cela est très important. La géographie politique de l'opposition armée syrienne, elle va déterminer l'attitude de l'environnement international. Donc c'est quand même important de nous entendre sur les catégories que nous employons pour rendre compte des individus qui luttent. Eh bien, est-ce que nous sommes en face d'une guérilla islamiste radicale qui justifierait que nous nous démarquions de la posture de soutien qui a été assez largement adoptée par l'environnement international, même si elle a divisé les gauches européennes, elle a divisé les gauches arabes, et jusqu'à ce jour, elle sépare des couples unis. On se bat, bien sûr, sur la lecture de la crise syrienne. Est-ce que nous sommes en face d'une mobilisation démocratique? Est-ce que c'est ça le ressort principal? Ou est-ce que nous sommes en face d'une guérilla importée de l'étranger, financée par les États arabes conservateurs, les États-Unis, Israël, pour déstabiliser le seul régime qui, dans la région, avait gardé une colonne vertébrale militaire, offensive, à l'égard du vilain, pas le vilain petit Qatar, du vilain petit État hébreu. Eh bien, c'est à cette question-là que je veux, c'est pour répondre à cette question-là que je veux proposer un certain nombre de catégories d'analyse. Est-ce qu'on parle musulman dans les rangs des combattants armés syriens? Oui, c'est indiscutable. Le lexique majoritaire au sein de la composante armée de l'opposition syrienne est très majoritairement, et peut-être même presque exclusivement, un lexique musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de non-musulmans à l'intérieur de la résistance armée, mais ce lexique a pris le pas. Il est le plus grand dénominateur commun. Pourquoi ? Rappelons quand même une évidence démographique et après quelques points de repère historiques, une évidence démographique. La Syrie est un pays multiconfessionnel et multiethnique, mais une écrasante majorité de la population est sunnite. Jusqu'à 80%. Ces chiffres-là sont tous discutables, on peut tous les discuter. Mais disons 80% de la population est sunnite, d'accord ? 80% de la population étant sunnite, c'est historiquement au centre de l'écran radar de la répression, cette composante majoritaire de la société qui s'est trouvée au cœur de la cible répressive du régime.
J'avais écrit ça, quelqu'un m'avait dit « Salaud, tu oublies les communistes ». Oui, bien sûr, le régime, historiquement, a réprimé la gauche. Mais surtout depuis l'épisode, je dirais, fondateur de la relation entre la communauté sunnite et le régime, c'est-à-dire la révolte de Hama, pas seulement de Hama. Une fois, j'ai dit ça aussi devant un auditoire syrien, quelqu'un m'a dit « Mais c'est pas que Hama, c'est toutes les villes qui... » C'était beaucoup plus large que ça. On a retenu que le nom de la ville de Hama, mais c'était plusieurs villes du nord de la Syrie qui s'étaient révoltées, et c'était pas exclusivement la révolte des radicaux musulmans. C'était une grande partie de la bourgeoisie sunnite qui était entrée en tension avec les modes de gestion du régime. Donc, toujours est-il que depuis l'épisode exemplaire de Hama qui donne lieu à 10, 15, 20, 30 000 morts, et à des épisodes aussi qui auraient dû être emblématiques, mais qui ne l'ont jamais été, où le régime pouvait se permettre d'assassiner 1000 personnes en une nuit dans la prison de Palmyre, 1000 ou 1500, mais nous n'avions pas Facebook à l'époque, pas une image, pas un reportage, pas un témoin. Donc ce dispositif répressif a tout de même visé principalement la communauté sunnite. Donc, ça c'est la population avant la crise. C'est la géographie politique de la société syrienne avant la crise. Dès le début de la crise, oui, indiscutablement, la première des façons qu'il va y avoir de se démarquer, d'affirmer l'émancipation de la tutelle répressive du régime, ça va être de se laisser pousser la barbe. Les barbes vont fleurir comme un des premiers modes d'expression dans toute une partie de la société, pas toute la société, mais disons que tous ceux qui vont prendre les armes, assez systématiquement, vont joindre à leur mode d'expression politique des codes vestimentaires ou des codes, le système pileux va devenir un petit peu la norme. Alors après, c'est complexe. Moi, j'ai des témoignages très troublants où on dit, vous savez, celui-là, il a une barbe très longue, mais... Wow, on l'a vu d'un peu près, c'est peut-être, il y a une part d'opportunisme. Il sait que l'argent vient plus naturellement du Golfe que, malheureusement, c'est très important, des donateurs laïcs européens. Parce que, au cas où j'oublie de le dire, la grande contradiction de l'attitude occidentale dans la gestion de la crise, c'est que nous avons déversé notre attention, nos médias, le cas échéant, nos capitaux, sur l'interminable processus par lequel l'opposition politique syrienne en exil ne parvenait pas à accorder ses violons, et nous avons accentué le déficit de communication de cette opposition en exil avec ce qui se passait de réel à l'intérieur, qui était le combat militaire. Avant-hier, nous avons participé ensemble à une réunion où supposément les gens qui connaissent quelque chose à la Syrie communiquent avec ceux qui pourraient faire évoluer la situation de la politique française. Et c'est vrai qu'on était un petit peu agacés de voir qu'il y a eu un certain discours d'expertise qui a dont le seul dénominateur commun depuis le début de la crise a été de rendre impensable rationnellement ce qui peut-être aurait été la seule politique qui pouvait faire évoluer positivement la crise, qui était d'accepter d'infléchir le rapport de force militaire. Et ça, nous ne l'avons jamais fait. Nous avons payé des colloques, des machins, des trucs, des rencontres, mais à aucun moment nous avons voulu faire l'essentiel, qui était d'aider à compenser le décalage entre les canons, l'aviation, et puis les kalachnikovs et les lance-roquettes. Et ça a posé un problème sérieux. Alors, on a eu effectivement, on va dire, un processus de militarisation qui a explicité la surreprésentation de la communauté sunnite au sein de la protestation pacifique initiale. C'est indiscutable. Il y a des raisons qui tiennent, encore une fois, non seulement à la réponse à la politique répressive, mais au fait que j'ai un témoignage d'une amie témoin syrienne communiste peu réputée, peu sensible au poil de barbe, qui disait oui, il faut comprendre que il y a une variable sociale dans la mobilisation. Oui, c'est vrai que jusqu'à un certain point, c'est les quartiers défavorisés qui se sont plus rapidement montés, mais il faut comprendre que quand on était défavorisé alaouite, il y avait des défavorisés dans toutes les communautés. Mais les défavorisés alaouites, pour eux, l'ascenseur social fonctionnait beaucoup mieux que quand on était sunnite. Quand on était sunnite, on était défavorisé 2 fois.
On était défavorisés économiquement et on savait qu'on était dans un compartiment de la société qui n'allait pas bénéficier des sollicitudes du pouvoir. Donc il faut avoir ça présent à l'esprit. La communauté sunnite, quand elle voit approcher l'émancipation, a une réaction d'affirmation de ce qui fait son symbole, son appartenance, et on a donc cette islamisation du lexique de la révolte qui va se produire. C'est vrai que la mosquée, c'était le seul lieu où on pouvait se réunir sans être sous les coups de la loi d'urgence, qui a été supprimée en mars ou en avril, mais ça n'a absolument rien changé. Mais des esprits chagrins, quand on dit ça, disaient non, monsieur, vous oubliez qu'il y a quand même un autre lieu où on pouvait se réunir sans avoir de problème. C'était pas le vendredi, c'était le dimanche, et c'était les églises. Et il y en a qui font du mauvais esprit, qui disent on n'a pas tellement vu des manifs sortir des églises. Alors là, je crois qu'il faut crever l'abcès. Il faut reconnaître que dès les premières semaines de la crise, le régime a eu une attitude extraordinairement pernicieuse. Souvenez-vous bien d'un vieux principe qu'on a appris dans la cour de récréation. L'union fait la force et diviser pour régner. Ce ne sont pas les opposants qui ont intérêt à exacerber les divisions sectaires. C'est toujours les gouvernants. Et relisez l'histoire contemporaine, vous verrez que ce sont les gouvernants qui ont intérêt à jouer des divisions sectaires et que les oppositions, face à un tyran, ont plutôt intérêt à se serrer les coudes. Le régime l'a très bien compris. Dès le début, il va avoir une stratégie extrêmement cynique qui emprunte pour partie d'ailleurs aux techniques mobilisées par les militaires algériens en 1990. Il va déplacer sur le terrain sécuritaire une contestation dont il sait qu'il n'a pas la capacité de la gagner sur le terrain politique. Il va donc jouer la militarisation, la radicalisation. Il va œuvrer pour qu'émerge un interlocuteur radical pour légitimer son propre radicalisme. Et deuxièmement, ça, l'Algérie ne pouvait pas le faire. C'est la grande spécificité du printemps syrien par rapport au printemps égyptien jusqu'à un certain point. Oui, il y a des coptes, mais ça ne fonctionnait pas aussi bien. Et ça ne pouvait pas marcher en Tunisie et ça ne pouvait pas marcher en Libye. Le régime syrien va cyniquement, pernicieusement diviser la société sur la base des appartenances confessionnelles et ethniques. Je relisais l'article de nos contributeurs qui ont étudié la question kurde. Si on devait résumer l'attitude du régime vis-à-vis de la question kurde, il se tire une balle dans le pied, le régime. C'est-à-dire qu'il accepte de soutenir les partis qui jouent la carte autonomiste. Il leur fait des concessions pour les pousser à jouer la logique autonomiste, pour ne pas les avoir, pour les dissocier de ceux qui vont venir sur le terrain démocratique. Eh bien, il va faire la même chose avec les chrétiens, bien sûr, de façon extrêmement pernicieuse. Bon, j'ai réuni une collection d'affiches que le régime utilise dès le début de la crise et qui sont extraordinairement éloquentes, où il met en scène des figures citoyennes représentant toutes les communautés de la Syrie. Et bon, je dis souvent ça, je pense même que je l'ai déjà dit dans cet amphi, mais il faut savoir qu'en Syrie, parler des divisions confessionnelles, c'était un gros mot. On ne parle pas de ça dans l'espace public. On ne dit pas t'es alawite, t'es chrétien. C'est un gros mot. Ça ne fait pas partie du discours politique. Or, le régime syrien va réintégrer ça dans le discours politique lui-même. Il va prendre le risque de franchir ce Rubicon et de dire à la société attention, il y a des gens que je ne nommerai pas, mais ils ont un drôle d'objectif, c'est de vous séparer entre vous sur la base de votre appartenance confessionnelle. Et il y a une affiche, dont j'espère qu'on pourra la mettre dans le livre, mais parmi 10, où on voit une jeune fille portant le hijab, donc ça veut dire elle est sunnite. Et on lui pose la question, elle dit, lorsqu'on me demande quelle est ta confession, je réponds, je suis syrienne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi des affiches comme ça, de 3 mètres sur 4, payées par Rami Makhlouf, vont faire irruption dans le paysage d'Amassen dès la fin du mois de mars 2011? Quel est le non-dit de tout ça? Ça veut dire il y a des gens que je ne cite pas, que je ne mentionne pas, mais qui sont là tapis dans le paysage et dont l'objectif n'est certainement pas une revendication démocratique, mais de diviser la Syrie pour la dépecer
ce qui est l'objectif, suivez mon regard, de l'ennemi de toujours, depuis toujours, l'État hébreu voisin. Donc il faut savoir que, au nombre des facteurs qui vont accélérer la confessionnalisation du langage de l'opposition, il y a les pratiques extrêmement pernicieuses et malheureusement terriblement efficaces du régime. Le régime va mobiliser des voix égarées, on va la citer quand même, sœur Marie-Agnès Delacroix, qui va de temps en temps quitter le parapluie du Hezbollah et du réseau Messan pour venir terrifier la Commission des droits de l'homme à Genève ou les milieux religieux européens, jusqu'à ce qu'un certain nombre de voix chrétiennes fortes la fassent taire. Parce qu'il y a eu des voix chrétiennes extrêmement lucides, extrêmement fortes, qui ont ramené le curseur. On en a publié, on en a traduit. Lisez Shayet Firas, son prénom. Firas Shayet, appel aux évêques de Damas. Il y a eu des textes magnifiques de jeunes chrétiens syriens qui ont dit « Oh, les enfants », non, ou plutôt « Oh, les parents », parce que là, pour le coup, il y a un clivage générationnel. C'est la hiérarchie de l'Église qui est tombée tout entière dans le piège. Lisez les scènes diatribes au sens noble du terme du père Paolo. Le père Paolo, malheureusement, il a un petit déficit de légitimité. Il n'est pas complètement syrien, il est un peu italien. Mais le père Paolo, il me disait, moi, des chrétiens, j'arrive plus à leur parler. Il y a un problème. Un de nos collègues de l'Institut qui était prêtre employait cette formule très dure. Il dit, les chrétiens, je peux plus communiquer avec eux. Donc, effectivement, cette technique, elle va être relativement efficace. Et assez vite, les communautés vont commencer à se regarder. Il y a 1 heure, j'étais avec une amie syrienne exilée à Paris, et il me revenait en mémoire cette anecdote terrifiante qu'elle m'avait racontée. Elle me dit, moi j'habite dans un quartier sunnite, mais avant on n'aurait jamais dit ça, ces expressions, on ne les employait même pas, mais elles sont venues au moment de la crise. Et elle m'a dit, vous savez, alors je passais chez moi, ils savent que je suis chrétienne, et comment vas-tu, et comment vont tes enfants, et des sourires, et des trucs. Eh bien depuis 15 jours, depuis 3 semaines, quand j'arrive, tout le monde baisse les yeux. Donc dès le début de la crise, le travail pernicieux de confessionnalisation, de suspicion d'une communauté vis-à-vis des autres commençait à être fonctionnel. Une autre collègue, peut-être est-elle dans la salle, mais que j'ai interviewée, j'ai mis son témoignage dans le livre, racontait un autre témoignage de la façon dont le pouvoir a systématiquement instillé la haine sectaire. Elle disait, en Syrie, au début de la crise, il fallait toujours surveiller votre portable. Votre portable, quand les policiers vous le chopent, ils voient immédiatement votre réseau de communication. Évidemment, on vous fait ouvrir votre page Facebook, on vous fait ouvrir votre messagerie. Donc les gens avaient une seconde messagerie, ça. Mais il y avait une chose qu'il fallait pas avoir sur votre portable, c'était des vidéos. Des vidéos de Yabashar. Bon, ça vous désignait immédiatement comme un opposant. Eh bien, elle disait, pourtant, tous mes amis avaient une vidéo. Et cette vidéo, j'ai appris en fait qu'elle venait même d'Irak, cette vidéo. Et n'a rien à voir avec la Syrie. On voyait pendant 4 ou 5 secondes une tête ruisselante de sang tenue par quelqu'un qu'on identifiait immédiatement comme un sunnite islamiste. Donc, il faut savoir, je vais m'accorder encore 5 minutes, non? Combien j'en suis là? Monsieur le Président, c'est toi le Président. Pardon. Non mais c'était passionnant. Il faut savoir que 5 minutes, François. Ce qu'il y a dans la dynamique de radicalisation est inhérent à l'ère du temps, quand on a la foi du croisé montant au combat et à une dimension plus ostentatoire que celle du chrétien du dimanche. Eh bien, il est évident que dans une atmosphère conflictuelle, quand on risque de mourir toutes les 10 minutes, la foi peut prendre des expressions, et on le voit bien sur les vidéos qui rendent compte des épisodes de conflit. Dans ce contexte-là, le régime est arrivé à faire vaciller ce qui était le lexique commun des mobilisations. Ash'ab Souri, wahid, wahid, wahid. Le peuple syrien est un, pour contredire la velléité du régime de présenter les manifestants comme seulement des sunnites voulant s'en prendre à l'assise, à la solidité du tissu national. Mais il est absolument évident que ces procédés ont commencé à prendre de la crédibilité quand sont apparus dans le tissu des combattants des gens ayant un discours explicitement sectaire. Parce que dire qu'ils parlent musulman, c'est une chose, mais quand on parle musulman, il peut y avoir un registre, on va dire, islamo-nationaliste,
Et puis après, il y a une ligne rouge du discours où on stigmatise les autres acteurs politiques sur la seule base du fait qu'ils n'appartiennent pas à la bonne, qui n'ont pas la bonne appartenance religieuse. Et on a commencé à voir apparaître des groupes comme ça. On a commencé à voir des groupes, alors au début, même l'opposition a essayé de minimiser la présence de ces groupes, et elle a été obligée de reconnaître qu'ils commençaient à occuper une place substantielle dans l'échiquier politique. Et sur ce terrain-là encore, il faut savoir que ça ne s'est pas fait tout seul. Sur ce terrain-là encore, il faut savoir que le régime avait besoin non seulement d'une opposition islamiste, mais il avait besoin d'une opposition djihadiste. Il avait besoin de gens qui tiennent un discours sectaire et qui affichent leur refus de la temporalité et de la territorialité de la crise syrienne et qui disent « Moi, j'ai commencé à me battre avant, je continuerai à me battre après, ça n'est qu'une étape, je me suis déjà battu ailleurs, je me battrai le cas échéant, encore ailleurs. » Eh bien, nous disposons maintenant de témoignages solides, d'enquêtes documentées qui permettent de reconstituer le processus qui a permis de créer les premiers noyaux djihadistes. Ils sont sortis des prisons syriennes au printemps 2011. Ils étaient des gens qui avaient été envoyés en Irak par le régime, qui avaient été ensuite retirés de la circulation au moment où les États-Unis avaient fait suffisamment pression, où Damas avait espéré se réconcilier avec les États-Unis et leur avait vendu quelques dizaines ou quelques centaines de ces djihadistes et avait rapatrié et emprisonné les autres. Ces djihadistes ont été, miraculeusement, c'est pas un secret, on sait qu'ils ont été remis dans la nature juste au moment où on avait besoin d'eux. On sait qu'à ce moment-là, les premiers noyaux, en produisant des communiqués épouvantail, hein, Vladimir Glassman, qui est l'auteur, sous un autre nom, d'un blog qui est absolument remarquable, qui s'appelle Un œil sur la Syrie, a publié un article qui va paraître dans quelques semaines, qui s'appelle 2012, l'année épouvantail. Et il relève toutes les séries de manœuvres du régime au début de l'année 2012 pour djihadiser la représentation de l'opposition syrienne. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Oui, le régime, jusqu'à un certain point, a réussi à faire que les groupes djihadistes ont une superficie relativement importante dans le paysage de l'opposition armée. Pourquoi ce succès relatif du régime ne devrait pas changer notre position ? D'abord parce qu'à mesure que les groupes dits djihadistes se sont émancipés de la tutelle de l'État, leur communication a changé et un bon nombre d'entre eux maintenant sont des combattants qui, certes, emploient le langage de l'appartenance confessionnelle dans toute sa rudesse, mais ils sont complètement sortis du registre de la condamnation sectaire. Si Patrick Henny, que je citais l'autre jour, était là, il citerait cette phrase au demeurant très ambivalente d'un leader régional du Jebhat Nusra qui lui a déclaré si quelqu'un touche un cheveu d'un chrétien dans cette région, je lui couperai personnellement la tête. C'est évident que la phrase est ambivalente. Mais Michel Quillot, l'opposant chrétien, s'est rendu dans le nord du pays. Il a dit « Quoi, Jebhat Nusra ? Moi, le chrétien, ils m'ont pris dans leurs bras. Moi, le chrétien, ils l'ont chéri. » Donc, il faut, de ces combattants-là, avoir une image qui est plus ambivalente, plus complexe que l'épouvantail absolu. Troisième point, il faut rappeler une réalité historique régionale, c'est que ces groupes les plus radicaux sont venus d'Irak. S'ils sont venus d'Irak, c'est qu'ils ont réalisé que dès lors que la régulation politique était revenue sur le terrain institutionnel, ils ne parvenaient plus à accaparer une part significative du marché politique. Nous avons, à cette heure, on ne peut pas préjuger de ce qui se passera dans 2 ans, mais nous avons, à cette heure, de solides raisons de penser que la société syrienne ne se laisserait jamais imposer la tutelle politique de cette frange radicale qui a été construite par la conjonction de la radicalisation naturelle liée à la répression et par la volonté avérée du régime, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup de votre attention. Je vais maintenant te donner la parole. Ouais. Bonsoir.
Le but de mon intervention de ce soir est double. Tout d'abord, montrer un peu, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'en fait, il y avait une société civile qui était fragile mais réelle, mais elle s'était bel et bien développée dans la Syrie des années 2000, après plusieurs décennies de léthargie. Donc, j'aimerais tout d'abord montrer ça, puis montrer que cette société civile existe encore aujourd'hui, bien qu'elle a été fortement transformée par le conflit, par la crise. Ma réflexion qui cherchera à mettre en évidence les éléments de continuité et de rupture, en soulignant au passage la nature et les dynamiques à l'œuvre dans chacune de ces deux périodes, s'articulent en deux temps. Premièrement, je vais parler de la société civile des années 2000 et je me baserai sur les entretiens que j'ai faits entre 2007 et 2010 quand je faisais ma thèse. Et la deuxième partie, quant à elle, sera consacrée à la société civile au temps de la révolte et je m'appuierai notamment sur une quinzaine d'entretiens avec des activistes syriens que j'ai pu réaliser les mois de janvier dernier. Donc, je commence avec ma première partie. Depuis 1963, donc je vais faire un petit historique pour comprendre ce qu'est la société civile aujourd'hui. La société civile syrienne aujourd'hui, elle n'est pas du néant. Depuis 1963, la société civile syrienne s'était caractérisée par une forte inertie du fait de l'expansion de l'appareil étatique et d'un encadrement strict par les autorités. En dehors des organisations qui étaient contrôlées par les Ba'ath, l'activité dans ces domaines était essentiellement confinée à quelques associations caritatives qui avaient été créées pour la plupart avant 1963. À l'arrivée des années 90, les premiers signes d'une timide ouverture étaient apparus et les restrictions sécuritaires s'étaient relativement adoucies, mais néanmoins, les nombres de structures autorisées étaient restés stables. Lorsque Bachar al-Assad prend le pouvoir en juin 2000, le tissu associatif se compose d'à peine 550 associations qui sont enregistrées auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail. Toutefois, parallèlement à ces organisations formelles, d'autres structures et réseaux, agissant de manière souterraine, fournissent à la population des services sociaux. Enfin, un troisième type d'organisation opère également à cette époque, bien qu'il soit minoritaire. Il s'agit des organisations composées par des activistes et des militants des droits de l'homme, dont le but, ça existait, ça fait rire, mais ça existait, dont le but était de renforcer le poids de la société civile et de favoriser une transition démocratique dans le pays. Lors de son ascension au pouvoir, Bachar va très vite placer sur son agenda la question de la société civile et de la réforme de la loi relative aux associations qui date de 1958. Suivant les pas des femmes de la famille royale jordanienne et de Suzanne Moubarak, la première dame, elle aussi, s'engage rapidement dans plusieurs projets. C'est à ce moment-là que débute une nouvelle période d'espoir que l'on va appeler, comme vous savez sûrement, les printemps de Damas. Les promesses d'ouverture, de lutte contre la corruption et des réformes économiques suscitent en effet une vague d'activisme structuré autour des cercles et des forums de discussion. Cependant, comme on les constate depuis 2011, le recours à la répression est toujours d'actualité lorsque le régime se sent menacé par l'ampleur que prend un événement. C'est ce qui arrive lors du printemps de Damas. Les forums, créés seulement quelques mois auparavant, sont fermés, un par un, et leurs leaders sont emprisonnés. Le régime commence alors à évoquer les lignes rouges. Mais ce rétrécissement de l'espace public ne va pas entraîner pour autant un véritable retour au statu quo de l'époque de Hafez. À peine 3 ans plus tard, soit en 2004, une nouvelle étape d'euphorie se dessine à l'horizon. Comme l'affirme l'opposant, l'activiste Najib Radbian, les mouvements dissidents renaissent entre 2003 et 2007, avec
une multiplicité d'initiatives. Pour ce qui est du domaine associatif, plus concrètement, la transformation est tangible dans la deuxième moitié de la décennie. Beaucoup de Syriens évoquent alors, je cite, l'ouverture de la porte pour la création de nouvelles associations. En syrien, ils disent « Fatahu bab ta'assis al-jamayat ». Cette expression renvoie à l'ensemble des pratiques qui seront mises en œuvre par les gouvernements à partir de cette date et qui traduisent in fine une redéfinition des politiques de l'État à l'égard de la société civile. Sur le plan discursif, le changement des tons des dirigeants est très visible à travers la presse et les documents officiels. Si l'on en croit leurs déclarations, la Mujtama Ahli, qui s'utilise pour dire société civile, devient alors un partenaire incontournable et un troisième pilier. Ensuite, si l'on s'intéresse à la mise en œuvre, on observe que les politiques adoptées reflètent une rupture claire avec les décennies précédentes, un processus de normalisation ayant pour but d'enregistrer les associations travaillant jusque-là sans autorisation voit le jour. En même temps, le ministère des Affaires sociales et du Travail révise sa politique d'octroi de nouvelles autorisations et celle-ci s'assouplit, ce qui va en effet débloquer partiellement l'accès à la sphère associative. Enfin, si l'on s'intéresse à l'impact réel de ces revirements, on constate à partir de 2005 une explosion du nombre d'associations nouvellement enregistrées. Or, le renouveau de la société civile syrienne dans cette période n'a pas pour seule conséquence la croissance inédite du nombre de structures autorisées. On remarque également une transformation qualitative de ces champs sur plusieurs plans. Le discours tenu par les responsables associatifs est renouvelé avec l'introduction de nouveaux thèmes, notamment le développement. Et les types d'organisations qui sont fondées et diversifiés. Il y a des ONG de développement qui sont créées, des ONG environnementales, en plus des ONG qui sont liées à la Première Dame ou à la ministre des Affaires sociales, etc. Enfin, on observe aussi des changements révélateurs au sein du secteur caritatif qui représentent entre 60 et 70% du paysage associatif enregistré syrien des années 2000. Ce deuxième desserrement doit être compris comme le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, dont deux sont essentiels. D'un côté, l'épuisement des ressources de l'État, qui aurait poussé les gouvernants à appliquer une politique de décharge, et l'adoption de l'économie sociale des marchés en 2005 aurait ainsi favorisé une plus forte participation des acteurs non étatiques aux activités économiques et à l'apport des services à la population. De l'autre côté, la conjoncture régionale et internationale de l'époque, marquée par un affaiblissement de la position de la Syrie, qui aurait favorisé un assouplissement du régime vis-à-vis de ses propres citoyens, auprès desquels il aurait cherché en quelque sorte le soutien qu'il avait perdu à l'étranger. On constate donc à cette époque un traitement par les hauts de la question de la société civile qui, au demeurant, permet à Bachar el-Assad de porter une double casquette, celle des chefs de l'exécutif et de l'appareil sécuritaire, mais aussi celle des chefs et pères de famille, dont la femme s'investit dans de nouvelles activités de vergétisme. Par conséquent, ce deuxième desserrement doit finalement être compris comme une stratégie de survie du régime qui, de plus, est largement accompagnée de nouveaux dispositifs de disciplinarisation, de contrôle et de répression. Les effets de cette nouvelle ingénierie politique sont évidemment multiples, incontrôlables, et quelque part contradictoire, car si celle-ci va permettre au régime de se reproduire pendant une décennie, elle va produire aussi une société, une croissance économique à deux vitesses, va mettre en évidence l'échec des politiques développementalistes baathistes et va renforcer le capital social d'acteurs qui ne sont pas forcément inféodés et fidèles au Assad. Enfin, je ne peux conclure cette première partie sans mentionner qu'à partir de l'année 2008, ces deuxièmes desserrements semblent être remis en cause. Et dans les domaines associatifs, par exemple, beaucoup de Syriens parlent de la fermeture de cette porte pour la création de nouvelles associations. Ils disent « Sakaru bab ta'assis al-jamayat ».
Et selon l'opposant Najib Radbian, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle phase commence, caractérisée par un usage accru de la répression. Une fois ce tableau dressé, on peut donc se demander qu'est-ce que cette société civile est devenue depuis 2011. Bon, sans surprise, sa transformation est évidente, significative. En effet, très vite, des centaines de réseaux et des structures plus ou moins formelles vont apparaître tous azimuts pour essayer de coordonner les activités du mouvement contestataire et montrer au monde ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ces groupes sont parfois lancés par des anciens activistes qui possèdent déjà une longue expérience sur le terrain, ont des réseaux de connaissances très vastes et bénéficient des soutiens à l'étranger. Je fais référence par exemple à des personnalités comme Souheila Tassi, Mazen Darwish ou l'avocate Razan Zeytouni. Cependant, la plupart de ces initiatives sont créées par des jeunes, autour de la vingtaine, qui n'ont aucune expérience associative ou militante antérieure et qui, à différence de leurs parents, n'ont pas connu les années sombres post-Hama. Et ça, je pense que c'est très important. Une bonne partie de ces nouveaux réseaux se tissent, comme Gilles disait tout à l'heure, autour par les biais des réseaux sociaux, mais aussi autour des sociabilités qui sont nées lors des premières manifestations organisées en janvier-février 2011 face aux ambassades égyptiennes et libyennes à Damas, ou bien lors des courts passages en prison. Parmi ces structures, les Tansiriyat, que beaucoup de gens connaissent, ou coordination locale, sont particulièrement intéressantes. Constituées généralement d'entre 10 à 20 personnes, elles surgissent par dizaines dès les premiers mois de la révolte. Leur activité tourne essentiellement autour des deux axes. L'organisation des manifestations pacifiques, ils veulent apprendre aux gens à comment manifester, à comment organiser les manifestations. Et deuxièmement, la collecte et la diffusion de l'information à travers leurs bureaux médiatiques. Leur rayon d'action s'est circonscrit à un village ou à une petite ville, ou bien un quartier lorsqu'il s'agit de grosses agglomérations. À Damas, par exemple, les Tansiriyat de Meydan ou de Berzeh sont très actives. La plupart de ces Tansiriyat se sont regroupés dès 2011 autour de deux grandes structures. La Commission générale de la Révolution syrienne, qui a été créée en août 2011, et les comités locaux de coordination, l'Ijan Tansir al-Mahalli, nés en avril 2011. Mais l'intensité des liens entre la direction de ces deux unions et les niveaux micro-local sont très variables. Aussi, très tôt, des groupes citoyens militant pour une révolution non violente et prônant la désobéissance civile vont se constituer. Ayam al-Hurriya, qui s'appelle en anglais Freedom Days, qui compte près de 400 personnes selon l'un de ses membres, et les Hirak al-Silm al-Souri, constitués par une centaine de Syriens, font partie de ces réseaux apparus dès la première année de la révolte. Leurs activistes se trouvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et ils mènent des activités pacifiques dans plusieurs villes du pays. Par exemple, ils baptisent les rues avec les noms des martyrs, ils versent de la peinture rouge dans les fontaines, ou plus récemment, ils préparent des refuges pour les déplacés. Ces deux groupes sont aussi à l'origine de l'Idrab al-Karame, ou Grève de la dignité, qui avait été lancée en décembre 2011 et avait rencontré un certain succès dans l'ensemble du pays. Dans ce contexte révolutionnaire, les contacts physiques entre les militants étant très dangereux, comme Gilles a dit tout à l'heure, Facebook et Skype vont devenir deux espaces virtuels cruciaux pour discuter des mesures à prendre et des activités à venir. Il existe des pages secrètes, des groupes secrets sur Skype, sur Facebook, où ces gens discutent entre eux. La Tansiriyat du quartier de Berzeh, par exemple, est formée par près de 25 jeunes qui ne se connaissent pas du tout entre eux dans la vie réelle et qui emploient des pseudonymes dans toute leur communication. Abou Amr, l'un de ses membres, la compare à une agence de presse alternative. Une version différente et plus récente de ces mouvements de la non-violence est celle des groupes qui promeuvent, comme ils disent, une troisième voie.
Il tente de ne pas prendre parti ni pour ni contre le régime. L'organisation Musallaha en est un exemple. Elle propose une réconciliation, comme elle appelle la réconciliation par les bas, en commençant par les familles, les clans et les différentes communautés syriennes, et organise des réunions avec des activistes et des leaders religieux et tribaux. Néanmoins, à fur et à mesure que la révolte se militarise et que le nombre de victimes et de déplacés s'accroît, et que les activistes de la première heure sont soit assassinés, soit emprisonnés, soit contraints d'abandonner la Syrie, les structures de type humanitaire vont prendre le dessus par rapport aux initiatives précédentes. Najda Now, par exemple, est l'une de ces associations de Iratha Assistance qui ont été créées à Damas au cours de la révolte. Grâce à la réception de fonds importants en prévenance de la Syrie, mais aussi en grande mesure de l'étranger, cette association, qui est enregistrée en Allemagne et qui a été fondée par l'activiste Khawla Dounia, distribue régulièrement de la nourriture, des vêtements, des couvertures et des médicaments, procure des soins aux personnes blessées et propose un soutien psychologique aux enfants traumatisés. Elle agit surtout à Damas, mais grâce au succès qu'elle a rencontré, même si elle est très critiquée aussi, elle est devenue aussi opérative au Liban, où aujourd'hui elle s'occupe des réfugiés. D'autres structures comme le Jamaya Riras al-Nahda sont beaucoup moins visibles et utilisent une rhétorique chargée de références islamiques, ce qui fait penser à certains qu'elle est proche des frères musulmans. Pendant plusieurs, même si eux, ils l'avouent pas. Pendant plusieurs mois, cette association aurait travaillé sans se donner un nom, mais elle aurait fini par le faire pour éviter, comme ils disent, qu'on continue de nous voler nos idées. Si l'on en croit aux déclarations de l'un de ses responsables, Riras al-Nahda, qui a été créé en janvier 2012 officiellement, toucherait par mois près de 180 000 personnes dans les gouvernorats de Dimashq et Rif Dimashq, grâce à des financements qui circuleraient via le Qatar et qui seraient après envoyés vers la Syrie. Ces activités sont particulièrement variées car non seulement elles fournissent des aides matérielles, médicales et financières, mais est aussi engagée dans des projets qualifiés par eux-mêmes de développementaux, comme la construction des fours à pain et des points d'eau alternatifs. Enfin, dans ce même domaine humanitaire, les organisations apparues en lien avec la diaspora syrienne sont également très nombreuses, particulièrement dans le nord du pays. Parmi elles, on trouve l'Union of Syrians Abroad. Créé fin 2012, ce réseau est composé d'une vingtaine de délégations nationales coordonnées depuis Vienne et de la Turquie. Ces ressources sont particulièrement abondantes et lui ont permis d'opérer simultanément dans plusieurs régions et sur plusieurs plans. On voit d'aide alimentaire, médicale et d'ambulance, mise en place d'hôpitaux de campagne et reconstruction de l'habitat résidentiel. Et enfin, ils auraient ouvert un camp de réfugiés à Atimé dans la Muhafza de Idlib. Parallèlement, les zones libérées, où l'État est désormais complètement absent, se sont peu à peu dotés des conseils d'administration locaux, les Majlis Mahalli. Selon Ahmad, un activiste résidant aujourd'hui en France, le ressort, à partir de l'année 2012, est lié à la volonté des organismes internationaux et des pays occidentaux de favoriser les structures civiles face aux groupes armés. Dans une logique de décentralisation, conditionnée par le contexte de guerre, évidemment, ceci vise clairement à remplacer l'État dans ces régions. Bien qu'il manque des moyens, il gère certains services publics comme le ramassage d'ordures et les points de santé, ou encore parfois les forces de l'ordre. Leur hiérarchie varie d'une ville à l'autre et se compose soit exclusivement des civils, souvent aussi engagés dans l'État syriate, soit des civils et des militaires. On voit donc que la révolte syrienne a donné lieu à une multitude d'initiatives civiles dont on parle très peu dans la presse occidentale. Mais qu'en est-il des structures qui préexistaient en mars 2011 ? Certaines d'entre elles se sont rangées du côté du régime. C'est le cas, par exemple, de la Jamayat al-Bustan al-Khayriya, qui est l'association de bienfaisance qui avait été créée par Rami Makhlouf en 1999 à la Takié.
Selon certains observateurs, cette association de bienfaisance financerait aujourd'hui les actions des Shabiha et fournirait de l'aide à leurs familles. D'autres, dont je ne dirai pas ici les noms pour ne pas mettre leurs membres en danger, seraient en train d'apporter secrètement des aides aux populations déplacées, aux habitants des zones touchées par les combats et directement aussi aux soldats de certaines katibas de l'armée syrienne libre. Cette divergence dans les positionnements des structures associatives qui étaient déjà actives dans les années 2000 s'explique par leur composition sociologique. Car si certaines d'entre elles étaient dirigées par des personnes proches ou favorables au régime, d'autres étaient constituées par des Syriens qui lui avaient été plutôt hostiles. Enfin, une bonne partie de ces structures ont dû cesser leurs activités, soit par manque de financement, soit parce que leurs membres ont quitté tout simplement le pays, soit parce que les bénéficiaires ne peuvent plus se déplacer jusqu'à leurs locaux. En somme, si l'on essaie d'avoir une vision d'ensemble de cette société civile révolutionnaire, on peut souligner plusieurs points. Premièrement, la transformation constante des structures et des entités qui la composent, qui sont tout le temps en train d'évoluer vers autre chose. Deuxièmement, la forte fragmentation de cet espace, fragmentation que les Syriens essayent de contrecarrer avec des initiatives incessantes de fédération et de coordination. Et on les voit aussi sur les plans politiques ou même militaires, c'est la même chose. Et troisièmement, la forte prégnance du local et le grand décalage entre les groupes agissant dans les zones libérées ou quelque peu épargnées par la violence du régime, par exemple dans les zones du nord-est kurde jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et celles qui sont encore sous les contrôles de ce qui reste de l'État assadien. Par exemple, à Damas, il est très difficile de s'engager dans des activités, dans des associations, des structures de ce type. Pour finir, je voudrais juste dire 2 mots sur les protagonistes civils de la révolte syrienne. Plusieurs personnes que j'ai pu interviewer m'ont fait part de l'épuisement et du découragement qui, peu à peu, ont gagné les rangs des activistes dès la première heure. Face à la militarisation de la révolte, ces activistes reconnaissent qu'aujourd'hui, leur action a perdu une partie de leur sens initial. Avec amertume, ils soulignent qu'à présent, c'est la voix des armes qu'on entend par-dessus tout. Cependant, ces activistes, qui sont désormais en grande partie à l'étranger, ont été remplacés par une nouvelle génération qui, elle, continue à être inventive et à risquer sa vie tous les jours. Et l'ensemble des activités de cette société civile révolutionnaire, qui peut sembler insignifiant aujourd'hui face aux armes, permet malgré tout de souder les Syriens et contribue à semer les bases de la Syrie de demain. Je te remercie, notamment pour avoir respecté le temps qui t'était imparti, contrairement à François. Et maintenant, je vais ouvrir le débat aux questions. Monsieur Ajlani Adam, ancien professeur à l'université de Kalamoun en Syrie. Je voudrais juste mais ajouter à votre analyse, Monsieur Doran-Soro, concernant l'événement étincelle qui a contribué au déclenchement de la révolution. Vous avez parlé des enfants de Daraa, au sud, qui ont été persécutés, etc. La fin de l'histoire, c'était l'officier de sécurité, quand il a caché les enfants, il a demandé à leur mère, si vous oubliez les enfants, et si vous voulez en faire d'autres, on a des hommes qui peuvent faire. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle l'ard, l'honneur, qui a déclenché en quelque sorte cette colère des gens de Daraa, d'autant on sait que c'est une société très conservatrice dans le sud de la Syrie, comme Daraa. Donc, deuxième élément que je voudrais ajouter, Michel Sora, il faut le rendre hommage, parce que déjà, c'est lui qui a écrit un livre sur la Syrie, l'état de barbarie, très intéressant, à l'époque où personne n'osait critiquer le pouvoir syrien, même la France était très amie avec le pouvoir de Hafez al-Assad. Et en plus, il a emprunté des analyses, des termes de Ibn Khaldoun, Asabiya. Et là où je ne suis pas d'accord avec Elisabeth Picard, je dirais que son analyse concernant le pouvoir politique, le clan alaouite, qui est soudé par des liens très forts, sûrement les événements nous ont donné raison. Et j'ai dit à toute l'opposition que l'armée et le clan ne peuvent pas être détachés facilement du président Assad.
Ce ne sera pas le cas de la Tunisie ni le cas de l'Égypte. Et j'avais raison parce que je me suis appuyé sur les analyses de M. Michel Sora. Concernant M. François Bourga, je suis très content de vous revoir encore. Je vous ai vu en Syrie plusieurs fois et aujourd'hui dans un autre domaine. Par contre, moi, je propose que vous... Parce que le printemps syrien, il va y rester printemps syrien. On ne va pas vers l'enfer. On voudrait la liberté, l'aspiration. J'attends à ce que les choses se calment pour retourner à mon université en Syrie. Par contre, vous l'appelez de printemps à l'enfer? Non. Je suis tout à fait d'accord pour l'appeler le printemps confessionnalisé par le pouvoir. Le printemps ensanglanté par le pouvoir. Oui, ça c'est sûr. Mais pas à l'enfer, parce que les Syriens, ils veulent toujours leur printemps. Concernant les musulmans sunnites, c'est vrai qu'il y a 75%, il n'y a pas 80%, il y a plus de 70%. Moi, je suis sunnite, mais je n'aime pas me présenter comme ça. Mais il y a plus de 70%. Par contre, il y a beaucoup, durant mon séjour en Syrie, les 2 dernières années, il y a beaucoup de pauvres dans des autres communautés. Ce n'était pas la pauvreté automatique pour les sunnites. C'est vrai que les sunnites n'avaient pas, pour rentrer au service de renseignement, ils ne pouvaient pas être facilement comme les autres communautés. Ça, c'est sûr. Par contre, pour dire que le régime est laïque, il n'est pas du tout laïque. Parce que moi, quand j'ai enseigné, on m'a imposé un doyen qui était vraiment radicaliste, islamique, qui a chassé tous les profs libéraux de l'université, qui s'appelle Abdel Fattah al-Rouissi. Et on a su après pourquoi il a été nommé doyen de l'université, parce que, autant islamiste, et ses filles, elles étaient niqab, c'est comme les filles afghanes. On a su qu'il donnait des renseignements sur ses frères d'Al-Qaïda, etc., qu'il collaborait avec les services de renseignement. Ça, c'est sûr que le régime n'était pas laïque dès le départ. Et je suis tout à fait d'accord avec M. François Bourga qui dit qu'il confessionnalise le mouvement. Il voudrait exacerber la confession pour rendre ce mouvement qui est propre, qui veut la justice, la liberté, en mouvement confessionnel. Troisième point, et je m'arrête là, je ne voudrais pas ajouter, concernant les associations. Madame, je suis sûr et certain, je connais la Syrie, les associations, s'ils ne sont pas noyautés ou financés par le pouvoir, ils ne pourront pas survivre. Donc, parler d'une société civile libre sous le régime Assad, c'est comme vous parlez du nuage ou des trucs et d'illusions. Parce que moi, je connais même Souhair Atassi, vous avez mentionné, c'est la seule qui a maintenu son association, et le pouvoir, il a laissé son association. Ce n'est pas parce qu'il aime Souhair Atassi, parce que son père, par amitié avec Hafez Assad, le père de Souhair Atassi, c'est lui qui lui a dit « Proposez-vous comme candidat à la présidence et je vous soutiens ». Ça, Assad, il ne l'oublie pas, ni son frère. Donc, il y avait une certaine tolérance vis-à-vis de Souhair Atassi. Concernant Michel Kilo et son dire qu'il n'a pas peur des islamistes, le peuple syrien est inquiet de la tournure de l'événement. Et tout le peuple syrien est inquiet de ce que l'événement prend, parce que les djihadistes qui viennent de l'extérieur, et ils disent qu'ils veulent tuer les Alaouites, on n'a pas un problème avec les Alaouites, on a un problème avec le régime de Assad. Merci. Je vous remercie de cette intervention. Donc, on va chacun à notre tour répondre aux questions qui nous étaient... Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire que, François, tu devrais demander l'avis aux auteurs du livre et organiser un vote. Il y aura une consultation. Merci. Donc, pour ce qui me concernait plus directement, j'ai un problème avec... évidemment, l'histoire de Deraa est absolument horrible, jusqu'aux insultes des Mourabarat, mais la question à laquelle cette interprétation sur l'honneur ne répond pas, c'est pourquoi là? 2 questions. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire que c'est pas la première fois ces dernières années qu'on a ce type d'incident. Nous, on a retrouvé, simplement en bavardant avec les gens, on a retrouvé des dizaines d'incidents qui sont ni mieux ni pire, qui sont du même ordre. 2e question. Pourquoi est-ce que ça part comme ça? C'est-à-dire pourquoi vous avez un incident complètement dans le sud, et je ne veux pas dire que les gens du nord n'aient pas d'honneur, mais pourquoi immédiatement dans le nord, ça part, et pas du tout sur une question d'honneur, sur une question d'adresse aux politiques. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, le problème c'est pas qu'il y ait du mécontentement dans la société syrienne, parce que évidemment il y en avait. Le problème c'est pourquoi ça se déclenche à ce moment donné sous cette forme. C'est exactement ça, je veux dire. Donc voilà, donc je suis à la fois un peu d'accord avec vous, puis bon, il y a cette nuance. La deuxième chose sur le Assabiya, Michel Sera. Bon, d'abord, je vous rappelle que pour les gens de ma génération, Michel Sera,
c'est extrêmement important. Hein. Surtout que moi, j'avais en plus suivi les séminaires d'Olivier Carré, etc. Donc bon, voilà. Donc c'est aussi c'est quelque chose de très important pour notre génération. C'est un des chercheurs clés, fondateurs. Hein. Et quand on se permet de critiquer, etc., ça n'empêche pas qu'il y a quelques articles dans l'État de Barbarie qui sont absolument cultes dans notre métier. Donc tout ça, c'est juste pour préciser les choses. Ceci dit, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé quand on a fait nos entretiens. On a fait une centaine, c'est entre 100 et 150 entretiens. C'est que jamais, dans les gens qui se mobilisaient, qui étaient à l'origine des manifs, etc., jamais ils n'étaient passés par des associations. Les associations sont totalement absentes. Il n'y a pas d'association dans l'organisation des manifs. C'est absolument fascinant. Dans le gouvernorat d'Alep, dans la partie libérée. Mais il n'y a pas non plus de gens qui mobilisent des réseaux tribaux ou autres. Les tribus sont plutôt pro-Bachar. Alors après, elles se retournent, tac, quand il faut se retourner, elles se retournent. Mais il n'y a rien, on ne voit rien bouger. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que vous n'avez pas de tribal et vous n'avez pas d'associative. La société civile, moi je suis assez de votre avis, elle était complètement vérolée, exactement de la même façon que les imams dans le Nord étaient complètement tenus par le système. Et encore aujourd'hui, ce qu'on voit avec, je trouve, beaucoup d'intérêt, c'est l'absence d'association. On en a sillonné le Nord pendant 1 mois, il n'y a pas une association qui fait un travail correct en Syrie. Il y a une incapacité, la société syrienne, à créer de l'associatif qui est tout à fait intéressante. Ça ne veut pas dire que les gens se tirent dessus, il y a d'autres modes de fonctionnement, mais il n'y a pas d'associatif précisément. Donc je dirais que, attention, ce qui se passe, c'est une génération qui se soulève en Syrie. Et c'est des jeunes, c'est vraiment des gens de 20 ans, qui sont en rupture à la fois par rapport à ce qui se passait avant, donc les structures existantes qui étaient trop proches du régime, et à la fois en décalage avec les structures tribales, disons traditionnelles, tout ce qu'on voudra. Et y compris dans les cercles de parole et de confiance. C'est-à-dire qu'on a demandé systématiquement aux gens, avec qui vous parliez, avec vos parents? Non, même la parole entre parents et enfants en Syrie était difficile sur ces questions-là. Les parents étant généralement paniqués à l'idée que les enfants puissent faire ou dire quelque chose qui allait faire, potentiellement faire la faillite de la famille, quoi, au sens large. Donc c'est bien un phénomène générationnel et c'est bien un phénomène hyper local sur des réseaux très courts de 10-15 personnes. Encore une fois, ça c'est l'expérience du Nord, des régions où on a pu aller, mais c'est tellement cohérent on n'a pas trouvé d'exception en fait. C'est ça qui est fascinant dans ce système-là. Donc voilà. Donc François, et puis après, j'interviens. Monsieur Bruga s'est mal fait comprendre ce soir. C'est lui, là. Je suis profondément optimiste. Je pense que tout ce que j'ai dit ce soir était justement de désamorcer cette image dont je sens qu'elle s'impose et dont il était obligé, à la demande de l'éditeur, de la prendre en compte. C'est-à-dire, printemps, vous êtes sûr que vous pouvez mettre encore un titre, printemps? Alors, bon, je lui dis en faire. Mais vous m'avez entendu dans d'autres circonstances. Je ne noircis pas inutilement le paysage, puisque j'ai essayé de faire passer le message que malgré ce trop-plein de visibilité des groupes épouvantails, on pouvait rester optimiste sur la capacité de la société syrienne à se donner des institutions qui la sortiraient de cette impasse terrifiante. Je n'ai pas nié qu'il y a des tensions. Moi, je n'accepte pas le registre. Les Syriens pensent. Excusez-moi, en sciences sociales, ça marche pas. D'accord? Donc, les Syriens pensent qu'ils ont peur des groupes djihadistes. Non. Moi, j'ai sur Facebook des groupes, des noyaux de petites filles qui disent "We love you, Jebhat Nusra". Donc, c'est plus complexe que ça. Non, c'est plus complexe que ça. La relation créée actuellement par Jebhat Nusra sur le terrain est précisément plus complexe que ce qu'on a voulu nous faire comprendre. Et c'est cette complexité-là qu'il faut interroger et à laquelle on répond en disant oui, mais il se comporte pas comme le noyau épouvantail qui a été mis en avant par le régime au début du processus. Maintenant, si vous dites les djihadistes de l'extérieur, moi j'ai tendance, et vous ne me contredirez pas, de dire attention, c'est une expression maintenant qui est dualiste, les djihadistes de l'extérieur. Elle a été attribuée à ces combattants venus de l'extérieur renforcer l'opposition, mais maintenant des gens qui, sur la base d'une appartenance confessionnelle, soutiennent le régime syrien, il y en a vraisemblablement, numériquement, presque plus.
Parce qu'il y a, très officiellement tous les combattants de Hezbollah, il y a des gens qui, sur la base de la solidarité alaouite, interfèrent du côté de Tripoli, du côté de la frontière turque. Il y a également installé à Saïda Zainab des milices venues d'Irak. Et il y a peut-être même des milices venues du Pakistan. Et le régime syrien a fait prendre par son moufti Hassoun une fatwa appelant au djihad. Donc, cette terrible mécanique de la mobilisation sectaire sur la base de l'appartenance, elle n'appartient pas, elle n'est pas le propre code l'opposition. Et ça, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Comme Bruga a trop parlé, il laisse le reste de son temps de parole à Laura. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je suis désolée. J'ai passé plus de 2 ans à faire du travail de terrain avec des associations. J'ai visité plus d'une trentaine. C'était surtout des associations de bienfaisance. C'était ça le sujet de ma thèse. J'ai passé 1 an avec une association. J'ai passé des mois et des mois à suivre d'autres associations. Donc je peux vous dire que oui, certaines étaient complètement noyautées et financées par les régimes. Beaucoup d'autres, non. Même la plupart d'elles ne recevaient pratiquement aucun argent du régime, de l'État, et de toute façon l'argent qu'elles recevaient, ça servait pas à les faire tourner parce que c'était pratiquement rien en comparaison avec leur budget annuel. Et par exemple, notamment Hifz al-Ni'mah, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association à Damas. C'est une association qui a été fondée en 2003 et autorisée 3 ans plus tard. Par les frères Osama et Saria Rifai, qui aujourd'hui sont en Turquie et qui font partie de l'opposition et qui très vite se sont rangés du côté manifestant. Et cette association était une des associations les plus importantes à Damas. Ils avaient des chiffres, leurs bénéficiaires, c'était des chiffres énormes. Ils sont organisés, par exemple, les Mawaïd al-Rahmeh à la mosquée Omeyyade. Donc, non, je suis pas d'accord pour dire qu'il y avait rien, que toutes les associations qui existaient étaient tout simplement noyautées par les régimes. Après, c'est vrai que ces associations, pour exister, il fallait qu'elles composent avec les systèmes, et du coup, elles ont appris à faire autrement, à donner très peu de visibilité, à ne pas entrer dans les politiques, à avoir... voilà. Oui, était verrouillé, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'arrivaient pas à rien faire. Et après, peut-être, oui, moi, les entretiens que j'ai faits en janvier, c'était surtout avec des activistes de Damas. Peut-être il y a une grande différence entre Damas et d'autres régions. Mais oui, il faut aussi dire que de toute façon, la société civile syrienne ne passait pas forcément par l'associatif parce que, comme le monsieur dit, l'associatif était très verrouillé. Donc il y a surtout, je pense, des entités, des réseaux très souples, comme vous avez dit, pas du tout hiérarchisés. Donc est-ce qu'alors on peut parler d'association ou de société civile? Et je pense que l'activisme passe surtout par là. Juste d'ailleurs, François, il faudrait qu'on fasse quelque chose sur les différences régionales en Syrie, parce qu'à chaque fois, on se retrouve face au même problème. Les terrains, sur les endroits où tu les fais, c'est pas la même chose. Je te suggère de mobiliser ta grande expérience dans l'organisation. Tu viens de dire que le Nord était représentatif de tout le terroir de la Syrie. Il faut auto-appliquer les conclusions. Je m'auto-applique, mais c'est vrai que dans non, mais bien sûr. Il y a un vrai problème analytique. Mon nom est Lux. Je ne suis pas du tout spécialiste du Moyen-Orient, bien que le connaissant un peu. Ma question s'adresse à Monsieur Doronzoro. Moi, j'ai été très amusé par votre recherche de motivation sur le mouvement de rébellion pris individuellement. Il y a des tas de questions que vous avez évoquées, il n'y a strictement aucune réponse. Mais ma question à moi est la suivante. Vous avez évoqué après, c'est ce que vous avez indiqué, que, au fond, la raison pour laquelle les manifestants, contre toute logique, avaient décidé de manifester, c'est qu'ils étaient absolument convaincus qu'en manifestant, ils feraient tomber le pouvoir politique, d'un coup, d'un seul, comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer
ce qui vous a conduit à cette indication très très lapidaire que, quant à moi, dont je n'ai pas compris la substance et la motivation. Et ma seconde question est plus une remarque générale qui est valable pour, je dirais, dans le cadre de l'ensemble des conférences qui sont données dans cette maison en particulier sur les problèmes du Moyen-Orient. Je n'ai à ce jour entendu à aucun moment une référence ou une relation historique éventuelle avec des évolutions historiques qui ont pu se passer ailleurs et dans nos propres pays et dans notre propre pays à nous. À croire qu'il s'agit pour les pays du Moyen-Orient musulman en particulier d'un monde clos sans référence avec tout ce qu'a été ou tout ce qu'est l'évolution d'autres pays qui ont accédé progressivement et très lentement à la démocratie en Occident. Voilà. Alors, sur la deuxième remarque, j'ai peu de choses à dire, puisque essentiellement, c'était pas la question que je posais. Donc, bon, sur la première, j'ai pas tout à fait non plus compris la question, mais je vais essayer d'interpréter la question. Donc, si vous voulez, il reste un problème évident, c'est pourquoi vous descendez dans la rue quand vous avez un régime qui est violent et qui n'a pas donné d'indication précise qu'il allait changer. Donc, ça pose la question de se mettre dans la tête des gens qui vont manifester. Voilà. Or, il y a des choses qu'on sait à partir de Facebook, Internet, etc. Il y a des choses aussi qu'on peut demander directement aux gens. Pourquoi vous y êtes allés ? Et la réponse qui nous a été généralement donnée, c'est parce qu'on pensait que ça allait être comme en Tunisie et en Égypte. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez ne pas être satisfait de la réponse, mais quelque part... Ce sur quoi je ne suis pas satisfait, c'est que vous ne réagissiez pas sur ce type de réponse-là. Qu'est-ce que vous entendez par réagir ? En disant que c'est la réponse que j'ai entendue à la question posée. Cela dit, comment se fait-il que les opposants aient pu faire ce type de réponse ? Point. Eh ben, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je vais recommencer. C'est précisément parce qu'il faisait un passage qui est tout à fait intéressant, parce que c'est un passage argumenté entre leur système politique et le système politique tunisien et égyptien. Et c'est un passage qui est une assimilation, si vous voulez, qui est en partie spontanée, parce qu'ils pensaient que c'était des régimes qui fonctionnaient autour d'une clique, par la confiscation de l'économie, un pourrissement généralisé, l'absence de valeur, etc., etc. Et puis c'est aussi un passage que nous-mêmes avons fait, parce qu'on a commencé à parler de printemps arabe. Donc finalement, nous-mêmes, on construisait des choses. Alors après, si on va chercher dans la littérature, on peut regarder du côté des pays de l'Est, du côté de la chute du mur, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a aussi des passages dans les manifestants, dire, ben voilà, si ça se passe comme ça en Pologne, peut-être que ça peut se passer comme ça chez nous, etc. Donc vous avez là, quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, qui n'a rien d'exceptionnel, deux, quelque chose qui explique assez bien ce qui se passe. Donc il n'y a pas de raison particulière d'être inquiet. Je vous remercie. Juste dire une chose, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir les lapsus des temps entre les manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et les manifestations en Syrie. Il y a eu presque 3 mois de décalage pour que ça prenne vraiment en Syrie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps-là ? Alors, il s'est passé que je pense que le système était visiblement en train de chauffer et qu'après, et c'est là l'importance de l'incident de Deraa, c'est qu'après, il faut un choc dans le système, il faut un truc. D'ailleurs, c'est comme en Tunisie, il y a eu une série d'incidents. Il n'y a pas eu un incident qui a créé la révolution tunisienne, c'est ce que je dis. En Tunisie, oui. Il n'y a pas eu un incident, il y a eu une série d'incidents et à un moment donné, ça part.
Alors, ce qui serait fascinant à faire, c'est une étude systématique des conversations dont on a gardé trace pendant ces 3 mois qui ont précédé effectivement les manifs. Bon, mais ça, est-ce que c'est en train d'être fait? Je ne suis pas au courant. Mais voilà, il faudra arriver à avoir un état des conversations, des délibérations, même virtuelles, qui ont eu lieu. Bonsoir, Marc Hakim. Je suis d'origine syrienne. Ça fait 30 ans que j'ai quitté la Syrie. J'étais adolescent ou jeune adulte. Et je savais à l'époque que j'allais plus revenir parce que je pensais bien que ça allait exploser à un moment ou à un autre dans la région. De toute façon, enfin, votre interprétation sur les erreurs d'interprétation des jeunes Syriens pendant les manifestations sur les événements qui sont passés en Tunisie, en Syrie, en Égypte, c'est très intéressant, mais je pense que l'erreur d'interprétation majeure, c'était l'interprétation de ce qui s'est passé en Libye. Parce que probablement les jeunes Syriens, ils pensaient à un moment ou à un autre que finalement, on va venir nous sauver. En Libye, on est intervenu au nom de la protection des civils, de la population civile. Et les jeunes Syriens, ils pensaient à un moment ou à un autre que ça allait arriver. Et puis les erreurs d'interprétation étaient probablement multiples et multifactorielles. Même aux États-Unis, on a mal interprété les velléités du régime. Ça veut dire qu'on ne pensait pas que le régime allait être aussi dur et aussi sanglant et aussi sanguinaire. Et probablement aux États-Unis, Obama, quand il a dit la première fois, Assad doit quitter le pouvoir, c'était en juillet 2011, il ne pensait pas que ça allait durer pendant 2 ans. Et il ne pensait pas que les Occidentaux et les Américains n'allaient plus rien faire. Il ne pensait pas probablement que la Russie était très solide dans son soutien au régime syrien. Et donc l'erreur d'interprétation vient probablement essentiellement de là. Ça veut dire que tout le monde pensait que le régime syrien allait tomber parce qu'on va venir nous sauver. Et moi, je me rappelle à l'époque, au 3e mois, par exemple, au mois de juin, les manifestants à Hama, ils pensaient que si un vendredi, il y a 70 morts, forcément, ça va déclencher une protection de la population civile. Et donc là, maintenant, on arrive aux armes chimiques, et puis il n'y a toujours rien. Et puis, comment on peut interpréter que le régime a mal interprété aussi les manifestations et la volonté du peuple syrien de vouloir finalement vivre libre et avec une dignité? Comment le peuple syrien a pu continuer à manifester, à résister, alors qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de médecins, plus d'hôpitaux, plus rien du tout. Et tout le monde est massacré dès qu'il parle ou il dit quelque chose. Le régime a méthodiquement et systématiquement éradiqué tous les jeunes Syriens manifestants qui étaient leaders des manifestations dès le départ. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Enfin, voilà. Donc les erreurs d'interprétation étaient multiples et je pense que l'erreur majeure, c'était l'interprétation de ce qui s'est passé en Libye. Et puis, le printemps arabe, il y a beaucoup d'hypothèses actuellement qui disent qu'il y a eu quand même des théories aux États-Unis, en Occident et partout dans les universités sur la valeur des manifestations pacifiques, sur les changements politiques dans les régimes dictatoriaux. Et probablement ça a été appliqué. Et il y a eu quand même des reportages en disant qu'il y a des jeunes des pays de l'Égypte, de la Tunisie, de Libye, de Syrie, qui ont fait des études sur cette théorie-là et qui ont été entraînés à faire des révolutions pacifiques parce qu'ils pensaient que la révolution pacifique pouvait éventuellement changer des régimes politiques dictatoriaux. Et ça a été appliqué en Tunisie, ça a marché. C'est pas du tout l'hypothèse de complot, quoi. C'est pas du tout la théorie du complot, mais c'est la théorie qu'on peut changer les régimes par les manifestations pacifiques, mais pas des régimes comme le régime syrien ou le régime libyen, qui a nécessité quand même une intervention pour que ça peut tomber. Merci. François, tu veux intervenir là-dessus, et puis après, oui. Je suis d'accord avec absolument tout ce que vous avez dit, sauf peut-être l'idée que les États-Unis auraient joué un rôle significatif dans la formation des jeunes du printemps, mais tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel de ce que vous avez dit, je le reprends très très volontiers à mon compte. Mais moi, je rajouterais une chose. Si on me dit quelle est la différence entre le printemps syrien et les autres printemps, je dirais c'est les variables de l'internationalisation. C'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a tout changé. Enfin, c'est énorme, mais c'est ça qu'il faut dire. Il y a eu internationalisation dans le cas libyen, mais dans les termes qu'on connaît, c'est-à-dire intervention militaire au service des opposants. Et
et en Syrie, il y a eu immédiatement une internationalisation. Simplement, il y a eu 2 camps qui se sont affrontés et avec des armes totalement différentes. Le camp qui soutient le pouvoir est immédiatement allé à l'essentiel, qui était de donner les moyens militaires au régime de maintenir son avantage. Et nous, l'autre camp d'en face, blablabla, blablabla, blablabla. On s'est concentré sur les divisions de l'opposition en exil. On a laissé se creuser la dichotomie entre l'opposition en exil et les militants sur le terrain qui ne recevaient rien. Pour crédibiliser l'opposition en exil, on aurait dû lui donner les moyens de créer une relation clientéliste. Tu vas m'obéir, tu vas rester laïque parce que sinon tu n'auras pas d'argent, etc. Mais on n'a rien fait de tout ça. On a laissé les gens se radicaliser à l'intérieur, être effectivement plus dépendants des donateurs du Golfe que des donateurs occidentaux. Et donc on a fait le pire. Et maintenant, l'Iran, la Russie, le Liban, eux, ont fait des choses sérieuses et nous, on a causé. Et ça, à mon sens, c'est ça la vraie différence structurelle qui nous amène à quelque chose, je ne veux pas revenir au pessimisme, qui ressemble quand même à l'enfer, parce que ce qui se passe actuellement, c'est quand même assez terrifiant. Moi, j'ajouterais juste une petite remarque, c'est-à-dire que c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que, en fait, dans les médias, la révolution était interprétée, construite comme une révolution par le bas qui renversait un dictateur, et le rôle des pays occidentaux était globalement marginalisé. C'est-à-dire qu'on n'expliquait pas que le régime tunisien ou le régime égyptien était tombé parce que les États-Unis, ou même la France encore, que bon, il n'y a pas trop de quoi se vanter de ce point de vue-là, mais à un moment donné, on a fait pression et on a fait, en fait, éclater le secteur sécuritaire parce qu'on avait une influence spécifique sur le secteur sécuritaire. Mais ça, c'était pas l'interprétation globale. L'interprétation globale, c'est les gens dans la rue ont fait tomber le régime. Voilà, les Syriens, ils ont cru l'interprétation des médias, pas uniquement occidentaux d'ailleurs, aussi arabes. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, assez curieusement, dans les entretiens, il faudrait vérifier, parce que là on est encore à la phase où on dépouille, mais je crois que les gens ne parlent jamais de la Libye. Il me semble. Alors, par contre, la Tunisie, l'Égypte, c'est à continu. Pour des raisons il faudrait que je regarde les entretiens, etc., qu'on y revienne, mais il me semble qu'ils parlent très peu de la Libye. Alors, est-ce que c'est spécifique à l'endroit où j'étais, etc., mais ça pourrait nuancer éventuellement votre interprétation, qui par ailleurs me paraît tout à fait juste. L'idée qu'il allait y avoir un secours extérieur, si, elle est présente partout. On regarde les panneaux qui étaient diffusés sur Facebook, le moment où ça a basculé, où on a demandé, il y avait une réticence à demander une intervention extérieure, et puis après, cette réticence était surmontée. Donc ça a quand même joué, même si c'est pas le référent libyen qui jouait, l'idée qu'on n'allait pas nous laisser tous mourir jusqu'au dernier sans intervenir était quand même présente. On y était, si tu veux. Moi, j'étais dans Hama, assiégé. J'ai entendu les gens me brandir leur téléphone. Oui, mais ça, c'est plus tard. Non, mais moi, non, c'était en juin 2011. Non, mais... Attention. Je vous le donne après. Je vous donne après la parole. Attention, moi, je m'intéresse à la genèse. Je m'intéresse au pourquoi les gens descendent dans la rue. À ce moment-là, je pense que c'est pas central. C'est après que ça... Après, je suis tout à fait d'accord. Après, ça... Mathurin. Qui a vécu à Damas jusqu'à une date très, très récente. Jusqu'en décembre 2012. J'aurais une question à propos du modèle afghan. En quoi il renseigne sur le modèle syrien en termes de prise d'armes, en termes de mode de mobilisation? Après, sur le contenu de l'exposé, il y a un certain nombre de petits problèmes. Quand vous parlez de choc, on a d'abord le choc effectivement d'Al-Ara, mais on a aussi le choc de Homs. Damas ne rentre dans la protestation au sens massif du terme avec les manifestations de Mezzeh uniquement une semaine après les bombardements systématiques du 3 février 2012. Et on commence à tracter à ce moment-là. Tracter, c'est-à-dire déposer des petits flyers, ça allait faire le takbir à telle heure, à telle heure, à telle heure. Une semaine après, énorme manifestation de Mezzeh, chronologiquement. Ensuite, sur le choc moral, on a quand même affaire à des enfants. Alors même si le régime syrien arrivait à massacrer à tour de bras, c'était la première fois qu'il arrêtait systématiquement juste des enfants, qui n'avaient pas de lien partisan. Et on le retrouve le phénomène un tout petit peu plus tard, avec la photo qui mobilise encore énormément. Donc cette sorte de dignité, celui-ci, pourquoi vous l'avez touché? Il n'avait vraiment rien fait. C'était pas la possibilité de dire que c'est un frère musulman, vous n'avez pas la possibilité de dire qu'il appartient à un complot israélien ou quoi que ce soit. Sur le phénomène de diffusion, oui, tout à fait d'accord sur le modèle des Assabiya, sauf que si on regarde les modèles de diffusion du nord au sud, enfin plutôt du sud,
vers le nord, donc Daraa vers Homs, ou bien du littoral vers le nord, donc Latakia vers Idlib, d'Idlib vers Alep. On retrouve la géographie rurale des migrations très lentes de la Syrie du XIXe siècle. Du coup, on se retrouve dans des dynamiques familiales enfouies, où effectivement l'État syrien, l'État de Assad, a réussi à écraser tout système de mobilisation de type syndical, parti politique et autres, mais il a oublié que les familles pouvaient discuter entre elles. Et que tout d'un coup, l'oncle du cousin du, etc., témoigne que Daraa, c'est en train de se produire. Une semaine après, on a la première mobilisation à Homs. Pas sûr. Je peux vous citer les entretiens. Et je pense qu'on a quand même je connais pas l'Afghanistan du tout, mais on a quand même ce mouvement civil qui a été resté extrêmement fort et qui reste extrêmement fort encore aujourd'hui, à encadrer. Et pour avoir un pavage national et pas seulement du Nord, on peut recourir au quartier ou au village, qui pour le coup va avoir systématiquement les mêmes dynamiques. Soit il rentre dedans, soit il sort, mais c'est par zones très très précises, très fragmentées, avec des zones qui sont beaucoup plus militantes, très rapidement, et qui le demeurent. Lokeddin, par exemple, à Damas, reste une des tentes psychiatres les plus fortes. Et pourtant, ils en ont eu, à ma connaissance, 25 vagues d'arrestation, c'est-à-dire à peu près 5000 personnes par vague d'arrestation. Et ça se renouvelle. Et ils arrivent à continuer le combat. Une question à François Burga. Lexique musulman ou lexique pieux? Est-ce que c'est pas juste le vieux référentiel, dans la majorité des cas, des Syriens, qui sont quand même, pour beaucoup d'entre eux, imbibés de religion, on n'a pas basculé complètement sur un référentiel djihadiste, par rapport à l'Algérie, je ne sais pas trop, mais bon. Quant aux mobilisations des églises, c'est plus facile à contrôler une église qu'une mosquée quand même. Parce qu'il y a moins de monde qui va à l'église. Même si, bon, la hiérarchie, on est bien d'accord. Peut-être sur le défaut d'interprétation aussi, pour ajouter un élément au débat, mais alors ça, c'est une interprétation strictement personnelle. La génération des pères se souvient des mobilisations d'une société civile très active jusqu'en 1974. On n'écrase pas la société syrienne d'un coup sec. Alep se mobilise, on a des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes jusqu'en 76-77. Et il faut le basculement à un système militaire à partir de 79 jusqu'en 82.org pour qu'on éradique cette société civile. Et il semble, mais c'est encore une hypothèse, il faudrait mener des entretiens, mais malheureusement c'est un peu compliqué actuellement d'accéder au terrain. Non, dans l'ensemble de la Syrie, je parle. De savoir si ces jeunes ont en mémoire uniquement Hama. Donc, on se soulève contre le régime militairement, on se fait écraser. Ou on est en mesure de faire des grandes manifestations, donc ça peut tomber. Parce qu'il y a toute cette mémoire militante syrienne qui, à un moment donné, a été perdue, parce que les pères n'ont plus osé dire « descendez dans la rue » à forte mobilisation, à forte protestation. Peut-être qu'il se peut qu'il y ait quelque chose. Et quant aux associations dans le Nord, je peux vous en citer une dizaine si vous avez envie. Ouais, sauf qu'elles ne fonctionnent pas. Ah si. Alors là... il manque de moyens. Envoyer des sous et on fait le ramassage d'ordures à Salakib. Il ne manque pas que de moyens, il manque d'organisation. Enfin, on peut faire... Non, mais il y a un vrai problème spécifique sur les associations en Syrie. Sauf que pour un peuple non organisé, en un mois basculer de aucune existence, entre guillemets, à un pavage de Tansikiyat sur tout le pays... Attention au zoologique. Attention au zoologique. Moi, je ne parle pas de peuple syrien pas organisé. Je parle de réseaux associatifs qui ne fonctionnent pas. C'est pas pareil. Hein. Bon, je suis désolé. Je vais répondre à la question plus tard.